les États-Unis, pour l'Iran décider de faire des péages, et pour les États-Unis décider de faire un blocus. La mer La différence entre les deux, c'est que l'Iran n'est pas tout à fait une démocratie, les États-Unis en sont une. Si Donald Trump met sa menace à exécution, si plus aucun pétrolier ne passe dans un sens comme dans l'autre à partir de demain, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est un acte de puissance qui dit on ne passera pas. Mais ce que demande le monde, que ce soit des pays démocratiques ou qu'ils ne le soient pas, les consommateurs comme les producteurs, c'est qu'on puisse circuler et que ce détroit puisse être ouvert à des bateaux qui veulent transporter des marchandises. Donc, que ce soit dans un moment de tension, une phrase, une de plus de Donald Trump, mais ce que nous devons faire entendre comme voix, nous, Français, Européens, le monde, c'est de dire, mais écoutez, négocier, c'est nécessaire, poursuivez le cessez-le-feu, c'est indispensable pour la négociation, arrêtez cette guerre, mais surtout, ne nous empêchez pas de faire en sorte que le monde soit approvisionné. Mais de quelle arme légale nous disposons aujourd'hui face à Donald Trump quand il dit ça et s'il le fait? Oui, alors on sait ce qu'il faut attendre d'une déclaration de Donald Trump aujourd'hui, qui sera contredite parfois, demain. Il passe à l'action. On verra si on peut circuler. De toute façon, pour l'instant, il n'est guère possible de circuler à cause des menaces iraniennes et des mines qui y sont enfouies dans le détroit d'Ormuz. Il semble que les États-Unis veulent déminer. Nous verrons bien. Mais pour l'instant, je crois que ce qui compte, c'est que les négociations puissent reprendre, qu'il puisse y avoir la poursuite du cessez-le-feu et que le détroit d'Ormuz ne soit pas un objet de conflit qui finalement nous empêche, nous, d'avoir nos approvisionnements. J'ajoute que dans les propos de Donald Trump, il y a l'idée que l'OTAN devrait venir aussi finalement ou participer à ce blocus, ou le libérer, on ne sait pas d'ailleurs très bien. Il dit que c'est fait, que l'OTAN a donné son accord. Je ne sais pas, nous verrons là aussi. L'OTAN, c'est un certain nombre de pays, c'est pas simplement le secrétaire général de l'OTAN. Donc, est-ce que c'est pour libérer le détroit d'Ormuz? Alors, à ce moment-là, nous verrons bien qu'est-ce qui peut être décidé, ou est-ce que c'est pour participer à un blocus? Mais ça n'aurait aucun sens. Quelle ligne rouge vous mettez à une éventuelle participation de la France à une mission de sécurisation? Pas de déminage du détroit, pas aujourd'hui, mais est-ce que vous estimez que la France, à un moment, devra y aller pour faciliter le commerce mondial? Et si oui, à quel moment et sous quelles conditions? Si la France devait venir pour sécuriser, ce ne serait pas avec un protagoniste d'un conflit. Ça ne pourrait être que dans une opération internationale, précisément pour permettre que la liberté des mers soit assurée. Mais si c'était pour participer à une action de force avec les États-Unis, dans le contexte que l'on sait, ce serait en définitive une entrée en guerre. Donc, après une signature de la paix entre l'Iran et les États-Unis, on pourrait y aller dans le cadre d'une force internationale? Oui, ou d'une coalition de pays qui considèrent qu'il est de leur devoir. L'ONU pourrait d'ailleurs donner à ce moment-là sa caution de faire en sorte que le détroit d'Ormuz puisse être réouvert à la circulation des navires. Vous connaissez Donald Trump, François Hollande. Vous l'avez croisé. Vous quittiez l'Élysée. Il venait d'être élu à la Maison-Blanche. Vous avez eu des échanges avec lui. Vous en avez raconté quelques-uns dans l'un de vos ouvrages. Vous avez dit à l'époque, j'ai compris que son problème ne se limitait pas à son entourage. Ça veut dire quoi? Que le problème aujourd'hui, c'est lui? Oui. Dans le premier mandat de Donald Trump, j'avais compris assez tôt, il était en recherche d'un entourage. Il savait qu'il n'avait pas toutes les compétences, toutes les expériences nécessaires pour assumer un rôle de président des États-Unis. Donc, il avait veillé à s'entourer, à avoir des conseillers. Et vous avez même demandé de l'aide. Oui, il avait même été jusqu'à parler. En disant qui je pourrais prendre aux États-Unis. Si vous aviez des idées, mais ça faisait partie un peu des provocations. Je ne sais pas si elles étaient souriantes ou plus méprisantes, mais en tout cas, ça faisait partie de son langage. Donc, dans le premier mandat, il a souffert, dit-il, de cet entourage. Donc, pour le second mandat, il s'en est débarrassé. Qui étaient les négociateurs? Il y avait donc Vance, son vice-président, mais il y avait son gendre et son ami de golf. Donc on voit qu'on n'est plus dans l'administration telle qu'elle existait précédemment, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit bien sûr démocrate. Mais donc, Donald Trump, il est seul quand il prend la décision d'intervenir en Iran. Il est seul quand il interrompt ou fait interrompre les négociations. Il est seul. À partir de là, nous sommes donc devant un personnage qui est à la fois imprévisible et qui est solitaire et qui est inconstant, et c'est un problème pour le monde entier. Imprévisible, inconstant, votre ancien ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui l'émissaire spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, dit « Nous voilà réduits à constater la folie d'un homme ». Oui, ça c'est le mot de Jean-Yves Le Drian. Est-ce que c'est le vôtre aussi? Non, je dirais pas là-dessus, parce que ce qui était
souvent aussi évoqué lorsque j'avais Poutine en face de moi, ou lorsque Poutine est intervenu en Ukraine avec un acte de guerre. On disait, il est fou. Non, ils ne sont pas fous. Ils ont une logique qui n'est pas la nôtre. C'est une logique de puissance et de rapport de force, qui ne tient pas compte d'une forme de rationalité, c'est-à-dire de permettre que l'échange d'arguments puisse aboutir à une solution. Ils sont toujours dans la sidération que leur propre attitude peut provoquer. Et on en voit encore aujourd'hui. Vous dites, parce qu'il y a un débat aujourd'hui aux États-Unis chez les opposants de Donald Trump, mais aussi dans une partie de sa base MAGA qui s'interroge sur sa santé mentale, qui dit qu'il faut peut-être même l'empêcher. Ce que vous dites finalement, vous, François Hollande, c'est que ce serait trop facile de dire il est fou pour excuser tout le reste. Oui, c'est plus grave finalement. On va dire trop facile ou plus grave. S'il est fou, il y a des procédures aux États-Unis, ce qu'on appelle l'impeachment, finalement le constat d'une impossibilité de poursuivre. Bon, même si aujourd'hui cette voie-là n'est pas ouverte compte tenu du contrôle qu'exerce Donald Trump sur le Congrès. Mais non, nous sommes dans une situation plus grave même. C'est-à-dire que le président s'est arrogé tous les pouvoirs, y compris même de faire la guerre, puisque ça relevait pour partie d'une décision de Congrès. Il s'en est débarrassé. Il s'est débarrassé aussi de tout contrôle de sa propre administration, puisque le ministre de la Défense est un de ses dévots, puisqu'il y a ses conseillers qui sont de sa famille, puisqu'il confond ses intérêts personnels financiers, avec les intérêts des États-Unis et, si je puis dire, les intérêts du monde. Donc, on est devant ce type de situation, ce qui est quand même grave dans une grande démocratie. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est reproductible ailleurs? Est-ce que ce type de situation est possible ailleurs, dans une démocratie? Eh ben, il faut faire attention. Il y a des élections en ce moment qui se déroulent en Hongrie. On a des personnages qui veulent ou qui prétendent être au pouvoir. Eh bien, il faut regarder quand même, non pas leur état de santé, ça c'est une chose, mais leur état politique. Ça me paraît plus important. Je reviens aux négociations qui se sont donc achevées à Islamabad sur un constat d'échec au Pakistan. Les deux délégations iraniennes et américaines sont rentrées à la maison. Il y avait pourtant eu des contacts directs, pas simplement dans des pièces séparées, ce qui pouvait apparaître comme un élément assez positif de ces discussions. Qui, pour vous, porte la responsabilité de l'échec de ces discussions? Quand il y a échec, ce sont les deux protagonistes. Mais il faut bien comprendre que c'est sur une question extrêmement difficile. C'est sur le nucléaire iranien. Pas uniquement. Mais c'est la raison pour laquelle, c'est le prétexte qui est donné, la négociation n'a pas pu se poursuivre. Pour le nucléaire iranien, il a fallu des années pour aboutir à un traité. Vous évoquez 2015, c'est quand vous étiez à l'Élysée. 2015, où il y a eu... Et certains des négociateurs iraniens sont les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, se sont exprimés. Donc en 2015, il y a eu pendant des années, puis ça s'est finalement, ça a débouché pendant ma présidence, où avec les Américains, avec aussi les Allemands, les Russes, les Chinois, nous avons pu obtenir un accord sur le nucléaire iranien pour que l'Iran n'accède pas à l'arme nucléaire. Ce qui est d'ailleurs l'exigence, à juste raison, de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a déchiré cet accord. Donc là, il pensait en 24 heures, quand il a fallu des années, je ne pense pas que ça soit nécessaire de prendre autant de temps, mais quand il a fallu des années pour avoir un accord, de le faire en 24 heures. Donc ça ne pouvait pas marcher dans un délai si rapide, mais est-ce que ça peut marcher dans les 12-13 jours qui restent? Oui. Avant la fin du cessez-le-feu? Parce que qu'est-ce qui est demandé? Que l'Iran ne puisse pas enrichir son uranium. C'est ça le premier principe. Et deuxièmement, que l'Iran puisse livrer même l'uranium qui a été enrichi ou qui pourrait l'être. Donc, les conditions d'un accord sont réunies, à condition que l'Iran l'accepte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas, et à condition que les États-Unis fixent bien ça comme l'objet de la négociation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre sujet? Le détroit d'Ormuz, puisque l'Iran veut faire un péage, et que les États-Unis ne seraient pas d'ailleurs défavorables à prendre leur part aussi, éventuellement, d'un éventuel péage. Bon, enfin, on ne peut pas l'accepter, parce que là, qu'est-ce qui n'est pas acceptable non plus? C'est que ce soit une discussion seulement sur la question du nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. D'autres puissances, d'autres pays devraient être associés à cette discussion. Je vous ai dit, dans l'accord iranien de 2015, il manquait quelqu'un autour de la table, et c'était qui, Ursula von der Leyen? Oui, l'Europe pouvait l'être, mais il manquait aussi la Chine qui aurait pu être là, et puis donc la Russie. J'ai vu que, ce qui est quand même un comble aussi, que Vladimir Poutine présentait sa offre de médiation. Et il l'a même proposé au président iranien aujourd'hui. Est-ce que, là encore, vous le connaissez un petit peu, Vladimir Poutine, est-ce que c'est crédible? Mais non. Non, ça vous fait sourire. Oui, parce que c'est le cynisme poussé jusqu'au bout. Au moment même où il propose sa médiation, il multiplie, pendant la trêve pascale, les bombardements en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il veut envoyer comme message?
il veut envoyer comme message, vous voyez, en ce moment, ce n'est plus nous l'agresseur. Et nous sommes un pays qui peut être de nouveau dans le jeu international. Cela dit, pour l'accord sur l'Iran, nous avons besoin de tous les partenaires ou de tous les acteurs, même si la Russie n'est pas un partenaire. Mais pour être bien clair, il est hors de question pour vous que Vladimir Poutine joue les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. Il commence par accepter une médiation pour aboutir à un accord sur la paix en Ukraine. Ouais, je vous pose la question parce que dans les hypothèses de travail, à un moment, il a été émis comme hypothèse que les Russes récupèrent les fameux 440 kilos d'uranium enrichi par l'Iran en terrain